Alors derrière nous, au-delà de la forêt, nous avons le fort de Vaux, dont je viens vous commenter son infrastructure et les combats qui s'y sont déroulés du 1er au 7 juin. Maintenant, allons nous recueillir sur la tombe de Guy Dussumier-Latour, un jeune aviateur de 25 ans qui a été tué le 2 juin 1916 en pleine bataille du fort de Vaux. Alors Guy Dussumier-Latour est un jeune homme qui a été passionné par l'aviation. Après avoir effectué de brillantes études, il s'est destiné, si vous voulez, à l'ingénierie aviatique et il est devenu ingénieur donc, dans ce domaine-là. En 1912, il a obtenu donc les diplômes nécessaires et il va rentrer, si vous voulez, dans l'armée d'active, mais en étant spécialisé dans le domaine aéronautique. Il sera affecté à l'escadrille C4, C4 comme l'appareil qui donc est dans ce genre d'unité, le Caudron modèle 4, car il y avait plusieurs modèles. Le Caudron modèle 4, si vous voulez, c'est un bombardier muni de 2 moteurs. Donc pour l'époque, c'est un assez gros appareil, disons, qui était employé également pour de la reconnaissance. Il rejoindra donc l'escadrille C4 donc en 1915 et il y sera affecté. Au cours de la bataille du fort de Vaux, il a reçu pour mission, cet aviateur avec son observateur qui est derrière lui, le sous-lieutenant Thévenin, de prendre des renseignements sur le déroulement de la bataille du fort de Vaux. Donc en décollant de Lem, Lem c'est un petit village qui se trouve donc au sud-ouest de Verdun, pas très loin, en gros une vingtaine de kilomètres, donc terrain plat, et donc qui faisait partie donc de moult, si vous voulez, aérodromes militaires de l'époque sur le département de la Meuse. Et en gros, il y en avait 30 à 35. Hein. Et cet appareil a décollé donc le 2 juin 1916 pour prendre donc des renseignements, faire des photos au-dessus du fort de Vaux. Et c'est en prenant des renseignements au-dessus donc du secteur qu'on vient de vous décrire, hein, la forêt qui est derrière moi, le fort de Vaux qui est juste au-dessus, là, en gros à 500 mètres. Et c'est en, disons, en survolant ce fort de Vaux que la DCA allemande, donc des tireurs allemands de l'infanterie, et non pas par des appareils allemands, hein, qu'il a été donc, si vous voulez, touché et l'appareil est tombé à terre. Alors non seulement il est tombé à terre, mais il serait tombé ici dans l'étang de Vaux qui est juste ici devant nous. Ça c'est d'après les dires des anciens du village de Vaux. Voilà. Voilà donc, si vous voulez, la courte histoire de l'aviateur Guy Dussumier-Latour. Les 2 corps ne seront jamais donc, comment je veux dire, identifiés, donc ils seront portés disparus, on ne les retrouvera jamais. Voilà. Paraît-il qu'au début, lorsque l'étang de Vaux était pratiquement asséché, certains anciens habitants donc, du village avaient décrit qu'ils voyaient bien souvent une aile d'avion. Mais personne n'a vraiment la certitude. Ça, si vous voulez, je ne veux pas dire que c'est une légende, mais restons prudents quant à ces affirmations. Alors, puisque nous venons de parler d'un aviateur, continuons sur le même thème en parlant un peu de la bataille aérienne de Verdun, qui est bien sûr méconnue, voire mal connue de beaucoup de gens. Elle est mal connue tout simplement parce qu'il y a très peu d'archives sur la bataille aérienne de Verdun. Alors figurez-vous que lors de l'exode des Françaises qui fouillaient, si vous voulez, l'invasion allemande en 1940, les archives militaires donc étaient archivées, pour ainsi dire, au château de Vincennes, ont pris, si vous voulez, la sécurité nécessaire pour les faire évacuer sur Saint-Nazaire ou Nantes, je crois plutôt Nantes. Et c'est au cours d'un bombardement aérien sur un convoi donc militaire français qui était chargé d'archives en allant sur Nantes que ces fameuses archives de la bataille aérienne de Verdun étaient entreposées dans un camion qui a été touché par les bombardements. Et bien sûr, il s'avère que maintenant, beaucoup donc de documents ont été détruits et on n'a presque plus rien sur cette fameuse bataille aérienne de Verdun.
Que peut-on ajouter sur cette bataille aérienne à Verdun? C'est le général Pétain, lorsqu'il est venu donc le 26 février 1916 reprendre à son compte le front de Verdun en commandant la 2e armée en remplacement du général R, qui a chargé un commandant du nom de De Rose en lui affirmant, dans une courte phrase, « Débarrassez-moi le ciel de Verdun des Boches ». Voilà. Donc, chose dite, chose à exécuter par le commandant De Rose, qui s'est trouvé donc affligé d'une mission pour exécuter ce qu'avait dit le général Pétain. Il n'y avait pas beaucoup de moyens aériens à l'époque, mais le général Pétain a fait des pieds et des mains pour en faire venir, d'où beaucoup de constructions d'aérodromes par-ci et par-là sur l'arrière-front français pour venir donc en aide aux unités terrestres qui défendaient Verdun. Sachez qu'au départ, il y avait la supériorité aérienne allemande. D'ailleurs, en parlant de quelques héros qui ont sévi, si je puis dire, dans ce domaine aéronautique, parlons donc du fameux sergent Guynemer, qui a été donc blessé à la bataille de Verdun le 13 mars 1916 en recevant des éclats au visage, et il a été contraint de se poser. Parlons de Ningesser, le fameux Ningesser et le célèbre Colli, son acolyte, qui ont essayé de faire la traversée de l'Atlantique Nord, qui a été réussie par le grand Lindbergh que vous connaissez maintenant. Parlons aussi d'un aviateur célèbre qu'on appelle l'indiscipliné, qu'on l'appelle aussi la sentinelle de Verdun, le fameux Navarre, l'adjudant Navarre, qui pour un oui ou pour un non prenait son avion sans ordre et allait combattre dans le ciel de Verdun. Il n'avait pas peur de l'affrontement. C'est un homme qui voulait en découdre tellement que lorsqu'il restait dans sa chambre, il s'ennuyait, il voulait toujours voler, pour ainsi dire. Voilà, ce fameux adjudant Navarre. Et de l'autre côté, c'est chez notre ennemi allemand de l'époque, il y avait un certain Göring, justement, aussi, qui faisait beaucoup de patrouilles aériennes, notamment sur Verdun, pour prendre des clichés, des renseignements, et ainsi de suite. Voilà. Et cette bataille donc aérienne de Verdun, on doit en parler parce que c'est la première bataille aérienne digne de ce nom de tous les conflits mondiaux existants maintenant. Première bataille aérienne, ce fut la bataille de Verdun. Alors, je marche ici sur un chemin que beaucoup de Meusiens connaissent, du moins ceux qui habitent aux alentours du village de Vaux, de Verdun et des villages aux alentours, qu'on appelle le Taco. Alors ce Taco, c'est une ancienne ligne de chemin de fer à voie métrique qui a vraiment une très belle histoire. Cette histoire commence en 1885, lorsque le Conseil général de la Meuse décide de relier les principales villes donc du département par un réseau ferré secondaire. Ce réseau ferré secondaire, on le doit à un ingénieur du nom de Charles Varinot. Charles Varinot, ingénieur autodidacte. Situons cet homme assez particulier. Cet homme est né en 1833 à Tanois, c'est du côté de Bar-le-Duc. Ses parents tiennent une auberge dans le village de Tanois. Et lorsqu'il est adolescent, c'est la grande époque, si vous voulez, du chemin de fer qui prend naissance, surtout en France. Et il assiste pratiquement aux alentours de Bar-le-Duc à la fameuse construction de la voie ferrée qui relie Paris à Strasbourg et qui passe pas loin de chez lui. Voyant les ouvriers venir souvent